Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, au cœur de cette heure dédiée au rugby jusqu'à 21h. Et le match ce soir entre le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles. On est très heureux d'être avec vous pour bien vous parler rugby. Venez au 0826 300 300 vous exprimer sur cette 20e journée du Top 14. Salut Quentin Cabanis. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous pour ce dimanche de rugby. Comment ça va Clément Combe? Salut Alex, salut tout le monde, ça va, nickel. Nickel, carrément. Ouais, très bien. On a passé une belle après-midi, on attend un match avec impatience. Comme tous les dimanches, on est bon. Bonsoir Quentin Fredon. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Ça va? Ça va, pleine forme. Ça donnait quoi les Girondins ce week-end? J'ai pas du tout suivi. Ça joue pas. C'est pas si mal. C'est la première fois pas de défaite, ils ont pas perdu. Oui, c'est vrai. Il faut qu'on arrête avec ça. Le Maxime Sénat un jour il va pas être content. Ouais, ou tous les supporters des Girondins, Alexandre. Oui, c'est vrai, mais ils ont l'humour eux. Concernant oui, il y a un petit peu d'humour forcément. On va parler de rugby, on va parler du Stade Rochelais. Une fois n'est pas coutume, la descente aux enfers du club maritime. Jusqu'où bien le Stade Rochelais peut-il dégringoler? C'est une question qu'on va pouvoir se poser parce que la chute elle est là, elle est vertigineuse de la part du club maritime. On se posera la question, quelle est la meilleure affiche de cette 20e journée? Quelle était la meilleure affiche de cette 20e journée du Top 14? On reviendra sur les enseignements, le très gros coup notamment peut-être de Perpignan en allant chercher le match nul à Vannes, la victoire hallucinante de Montpellier face au Stade Français Paris. Plein de sujets à évoquer avec vous au 0826 300 300 et d'abord on attaque par les informations. Quentin Cabanis pour bien se remettre d'aplomb avec toutes les bonnes informations de ta part. Il se passe beaucoup de choses sur la planète rugby et notamment du côté de Hong Kong avec le tournoi de rugby à 7 et après une phase de poule compliquée, les Bleus ont finalement réussi à se hisser en finale, une finale perdue contre l'Argentine sur le score de 12-7. Les Françaises... C'est déjà peu de choses. Bah oui, 12-7, c'est 5 points. Donc c'est pas grand chose. En effet, t'as raison, Alexandre. En tout cas, les Françaises, elles avaient dominé largement les phases de poule, mais elles n'ont terminé qu'à la 4e place du tournoi.Elles ont perdu en demi-finale contre l'ogre de la compétition, l'Australie, 28-5. Et ensuite, dans le match pour la médaille de bronze, elles se sont inclinées sur le score de 21-17. D'après l'équipe, le demi d'ouverture international géorgien Luka Matrava, qui devrait prochainement rejoindre le Castres Olympique en tant que joker médical et ce jusqu'à la fin de la saison. Il prendrait la place de Pierre Poplin, le joueur castré actuellement blessé. En top 14, on dispute ce week-end la 20e journée. Ça a débuté hier avec la gifle infligée par le Stade Toulousain à la section paloise, de score final 55-10. Vannes et Perpignan dans le duel pour le maintien. On fait match nul 20 partout. Clermont a battu La Rochelle sur le score de 33-19. Bayonne s'est imposé avec le bonus face au Loup 28-14. Le MHR a battu le Stade Français 38-32 dans un match renversant. Et puis hier soir, au bout du suspense, le Castres Olympique s'est imposé face au RCT sur le score de 28-26. Ce soir, 21h05, coup d'envoi de Racing 92. UBB au classement, Toulouse est toujours leader devant l'UBB qui a une rencontre de moins. À la 3e place, on va retrouver Toulon. Ensuite, dans l'ordre, Bayonne, Castres, Clermont, Le Loup, Montpellier, Pau est 9e avec 42 points. 2 points d'avance sur La Rochelle, 10e. Ensuite, 4 points derrière, on va retrouver le Stade Français qui a un petit point d'avance sur le Racing qui joue ce soir. Et puis à la 13e place, Perpignan à 32 points. Vannes dernier avec 30 points. Il y avait également de la Pro D2 ce week-end, Alexandre, avec Dax qui a battu Béziers 33-6. Dans les autres matchs, Agen-Grenoble, victoire d'Agen 29-23. Nevers a battu Nice 48-24. Valence-Romans s'est imposé largement face à Aix-en-Provence 63-7. Colomiers a battu Oyonnax 62-12. Aurillac s'est imposé face à Biarritz 34-31. Succès de Soyons-Angoulême à Mont-de-Marsan 23-17 et succès de Brive à Montauban 21-17. Alexandre, et pour finir, les résultats du tournoi de rugby féminin dans le 6 Nations avec un résultat aujourd'hui, l'Irlande qui a largement dominé l'Italie en Italie 54-12. Hier, les Françaises avaient battu l'Écosse 38-15. Eh ben, dis donc, c'est complet, Quentin Cabanis. Je te le dis. C'est ultra complet et pour parfaire ce flash extrêmement complet, on a quand même malheureusement une mauvaise nouvelle. Notre confrère journaliste Vincent Macheneau, immense plume de l'équipe et de France Football,
On a eu beaucoup sur Sud Radio à l'antenne, dans des émissions de rugby, dans des émissions de football, parce qu'il adorait aussi le ballon ovale. Il faisait partie de ceux qui envoyaient des textos à Kaka à l'époque. Il faisait partie de ceux qui allaient chez Lionel Messi lui remettre le ballon d'or. Voilà, c'est ce genre de personne qui nous a quittés. Immense monsieur, adorable personnage. Il nous a quittés à l'âge de 71 ans, amoureux de ce sport aussi qui est le rugby, girondin de naissance et d'amour aussi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des Girondins. Évidemment, une pensée à la famille de Vincent Machenaud, je crois de la famille aussi de Maxime Machenaud. Voilà, Vincent Machenaud nous a quittés des suites de longue maladie à l'âge de 71 ans, c'est son oncle. Et on pense fort à sa famille. L'émission évidemment ce soir lui est dédiée de la part de toute l'équipe des sports de Sud Radio. On va aller dans quelques instants du côté du Racing 92, retrouver Rémi Dos Santos. Mais d'abord, tiens, petite question, Clément Combe, est-ce que il y a une news que tu veux mettre en lumière en dehors du top 14 parce qu'on va l'aborder en long, en large, en travers. Est-ce qu'il y a quelque chose en Pro D2 que tu veux mettre en lumière ou peut-être quelque chose autour de ce voyage à 7 à Hong Kong pour les équipes de France? Moi, ce sera plutôt ça. On parlait de ce tournoi mythique de rugby à 7 à Hong Kong dans un stade flambant neuf avec des équipes de France féminines et masculines au parcours bien distinct, au parcours croisé presque même puisque cette équipe de France masculine au début de tournoi très compliqué qui finit par passer tour à tour la Nouvelle-Zélande. Même inquiétante, hein. Ouais, même inquiétante. Il garde espoir de se qualifier lors du 3e match de poule parce que lors du 2e, ils ne perdent que 12-7 et donc avec un point de bonus défensif. C'est à ça que tient leur qualification aussi, c'est parce qu'ensuite ils gagnent le 3e match de poule. Face au Kenya, si je ne dis pas de bêtises, et puis derrière, transfigurés complètement. Ils sont menés 14-0 par la Nouvelle-Zélande, ils les battent. Ils sont menés par les Fidjiens, ils les battent ce matin dans une demi-finale assez impressionnante avec un essai magistral de Simon Désert qui fait tout le tour du périphérique. Extraordinaire, Simon Désert. Mais et puis derrière cette finale où il résiste pendant une mi-temps face à ces Argentins imbattables qui étaient sur 15 victoires de suite, qui avaient remporté les 2 dernières étapes du circuit mondial. Mais finalement, il y a un carton jaune qui fait très mal aux Français et puis il y a 2 essais coup sur coup et c'est plié. C'est plié même s'il y a l'essai d'un Harfeuil qui aura fait un tournoi qui lui permettra de confirmer sa bonne saison à 7. Voilà, c'est presque un petit peu rageant, même si elle a montré un très beau visage, cette équipe masculine. C'est tellement prometteur. Mais c'est tellement prometteur en fait. Moi j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites erreurs de jeunesse et je me dis qu'au-delà de la progression de ce groupe, quand on regarde la feuille de match, hormis Paulin Riva et Jordan Sefo, ils ont tous 25 ans ou moins. Et quand je dis moins de 25 ans, c'est plus des 20-22 ans que du 24 ans. Quand en face l'Argentine, c'était plus du 26-27 ans. Ça vous laisse une idée de la marge qu'a cette équipe de France en termes de vécu collectif aussi. Et en face, les filles font de très belles poules. Et pas de surprise en demi-finale face à l'Australie. Enfin, c'était attendu malheureusement puisque le gap est assez énorme entre les deux nations. Un peu frustrant peut-être la place de 3 à jouer face au Canada où elles perdent et sur une dernière action elles n'arrivent pas à les marquer. Mais elles sont finalement à leur place. Ces filles qui sont entraînées. Merde, j'ai perdu le nom de l'entraîneur. Il m'est complètement passé par la tête, mais voilà, elles sont à leur place derrière la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et ça se joue avec le Canada au classement mondial pour cette équipe féminine de rugby à 7. Ouais, exactement. Évidemment, ces équipes de France qui nous ont franchement régalé du côté de Hong Kong. On va évidemment tout de suite aller vers ce sujet de ce soir. Jusqu'à quand La Rochelle va dégringoler? C'est quand même toute la question, puisque cette équipe de La Rochelle, elle est cataclysmique. Elle est tout simplement cataclysmique. Je ne sais pas si on a d'autres mots que cela. Sur les 10 dernières journées, cette équipe de La Rochelle est tout simplement la pire équipe du championnat avec 12 points, 2 victoires seulement sur les 10 derniers matchs de top 14. Sur les 15 dernières journées, c'est guère mieux, 22 points. Pire équipe à égalité avec Perpignan, 4 victoires, 1 nul, 10 défaites. Qu'est-ce qu'il se passe à La Rochelle? Jusqu'à quand la dégringolade va continuer? C'est la question qu'on se pose évidemment sur Sud Radio. Bonsoir William. Oui, bonsoir à tous. Comment ça va? Eh ben ça va, bon week-end rugby, pas mal d'émotions, à 15 sur le 7, c'est génial, les mecs, les filles, tout le monde a joué, on a fait des bons matchs dans toutes les divisions, donc on s'est régalé.
C'est vrai qu'on s'est plutôt régalé. On va parler évidemment de La Rochelle dans un instant et on accueille Maxime. Salut Maxime. Salut. Salut Maxime. Maxime, supporter Rochelais. Jusqu'à quand la Rochelle va dégringoler, Maxime? Ça, c'est la question globale du débat. On va essayer d'évoquer tout ce qui ne va pas du côté du Stade Rochelais. Mais d'abord, on va écouter Winnie Antonio hier en conférence de presse à l'issue de la défaite, la nouvelle défaite face à l'ASM Clermont-Auvergne. Écoutez Winnie Antonio. C'est assez rare de l'entendre comme ça. On va arrêter de parler un petit peu. Il y avait des moments où on a lâché trop vite, trop facile. Les 3 pénalités en sortie de camp où ils prennent 9 points sans rien faire. Ça, c'est trop facile. On sort encore dans un match où on part avec 0 points. Ça fait 2-3 semaines, 2-3 matchs où on est en danger, mais comme je t'ai dit, on va pas lâcher. On n'est pas bien placé en top 14 déjà. Il faut qu'on se ressoude, se remet ensemble et trouver des solutions pour gagner des matchs en top 14. Voilà, un des capitaines du Stade Rochelais, figure emblématique du club maritime qui tire un peu la sonnette d'alarme, Maxime. Ta réaction hier devant cette défaite 33-19, comment tu l'as vécue? Comme je la vis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que ça fait on n'a pas gagné un match sur le dernier trimestre. Donc très inquiétant, et puis au-delà du résultat, c'est le contenu qui pose question. Qu'est-ce qui va pas dans le contenu, Maxime? C'est sur courant alternatif. Il y a des très bonnes phases et après plus rien pendant de nombreuses minutes. Donc c'est surtout ça de semaine en semaine, quoi. C'est un quart d'heure de bien en première mi-temps le week-end dernier. Au Stade Français, c'était le dernier quart d'heure qui était bien et le reste du match était fantomatique. Donc on a du mal à faire 80 minutes pleines à un niveau qui est censé être le nôtre. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très négatives, hein, et au global, tiens d'ailleurs cette équipe de La Rochelle qui est la 13e attaque du top 14. C'est alarmant ou pas, Maxime, ça? Enfin, évidemment ça l'est. Mais c'est bien sûr comment alarmant, l'expliquer, quoi? Et on prend beaucoup trop de points également. Donc à la limite on n'encaisserait pas beaucoup de points, ça irait, mais c'est les deux stats qui sont à prendre en compte. On marque très peu et on encaisse énormément. La Rochelle a déjà encaissé après 20 journées plus de points que sur l'ensemble de la saison dernière régulière, où ils avaient encaissé 496 points. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. C'est terrible, hein. Des avants en plus qu'on voit moins dominateurs, William. Ça c'est quand même peut-être presque une perte d'identité, hein, du côté de La Rochelle. Ne plus casser des bouches devant, ça leur fait très très mal aux Maritimes. Alex, c'est catastrophique. Honnêtement, La Rochelle, c'est la 14e équipe de première division sur le jeu, sur l'envie de se battre, sur la capacité des réactions. Il y a rien. Putain, autant les 20, on les voit, les mecs prennent un rouge, les mecs font quelque chose, mais il y a un peu de vie, il y a pas de vie et il y a pas de vie devant. Est-ce que vous avez vu la première ligne qui joue les dernières minutes hier? Il me faut rentrer cette pointe de Géorgien qui est sûrement très bien en espoir, quoi. Mais on est en top 14 et on n'a plus de perforants. Il y a un souci, c'est que La Rochelle a un choix à faire maintenant. Ça fait des mois que Ronan O'Gara nous fait à peu près le même discours. Il y a un choix à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les grands clubs sont 2-3 fois champions d'Europe et continuent à avoir envie de manger, à avoir envie de rouler sur tout le monde? C'est le renouvellement aussi de l'effectif. Pas du staff. Le staff, il peut faire 10 ans, un grand entraîneur est capable de rester. Mais l'effectif n'est pas renouvelé. Puis les profils sont différents. Aujourd'hui, Greg Aldrit baisse de pied. Qui est le porteur de ballon du Stade Rochelais en troisième ligne? Quel troisième ligne peut prendre le ballon à La Rochelle, avancer? Ils ont essayé de mettre Gégou là, par exemple, mais bon. Mais Gégou, c'est pas le même profil. Mais non, mais Gégou, c'est la différence entre un Greg Aldrit capable de partir sur mêlée, capable de partir sur du jeu lent, parce que La Rochelle a un jeu extrêmement lent qui fonctionnait plutôt bien. Aujourd'hui, aucun joueur n'est capable de prendre le ballon et d'avancer. Pierre Boudin est un joueur de rupture qui a besoin d'avoir un petit peu d'espace pour se lancer. Aujourd'hui, à part Skelton, qui fait 1 match sur 5, et Greg Aldrit, qui a le droit, tous les 10 ans, de faire 2 mois un peu moins bien que d'habitude. Il n'y a pas ces profils-là. Vous avez Haddad, qui est un super troisième ligne, qui a un gros potentiel, mais qui est plutôt un joueur d'espace également. Ils ont plus ces joueurs-là, en fait, qui les mettaient dans l'avancée. Donc aujourd'hui, on garde ce système avec un jeu à 1 ou 2 passes maximum, qui arrivait à concasser les défenses, mais on n'a plus les joueurs pour le faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? À La Rochelle, on continue de faire ce jeu en se faisant secouer devant, en n'étant pas capable de jouer dans l'avancée.
ou est-ce qu'on joue un petit peu autrement? Pour jouer autrement, ça va mettre du temps pour se mettre en place. Et il faut vraiment accepter de faire cette fin de saison difficile. Il y a un vrai choix à faire, sans si ce sera une grande équipe qui reviendra gagner ou pas. Mais justement, William, ils essayent plus spécialement de jouer comme ça. Ils font beaucoup plus de passes. Enfin, c'était la volonté. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, de Sébastien Beauboul en début de saison. Il y a un peu plus de passes que la saison dernière. Le souci, c'est l'utilisation des trois quarts, c'est le mouvement derrière. Ce sont les joueurs que tu mets en place. Les trois quarts, je suis désolé, c'est cataclysmique. Mais en fait, ma question, c'est que je me faisais la réflexion ce week-end après le match que j'ai revu tout à l'heure. Après le match contre Clermont, je me suis dit, en fait, ça fait des semaines qu'on tape un peu sur Ronan O'Gara parce que l'entraîneur est le premier fusible et parce que, en fonction de ses discours, il a souvent été un peu irritable. Mais quand on regarde les joueurs sur le terrain, hormis les 4 internationaux français qui sont des avants, lesquels sont au niveau, sont à leur niveau, je veux dire, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité sur le papier, mais lesquels sont à leur niveau, à leur meilleur niveau. Je suis pas sûr qu'il y en a énormément. Ça, de toute façon, les stats le montrent. Regarde, cette équipe de La Rochelle en 2021-2022, c'est la 3e attaque et la 4e défense. En 2022-2023, 3e attaque, 4e défense. En 2023-2024, 11e attaque, 2e défense. En 2024-2025, 13e attaque, 7e défense. Donc il y a quand même c'est une dégringolade. Et d'ailleurs le nombre de points encaissés par match depuis 4 ans, on est à 25 points là sur la saison 2024-2025. En 2021-2022, c'était 17 points de moyenne encaissés. C'était une force la défense. Tiens, on va en parler avec Julien. Salut Julien. Bonjour à tous, salut. Julien Pathé, amoureux de rugby, ancien joueur de l'équipe de France à 7, passé notamment par Narbonne dans le circuit professionnel. Salut Julien. La dégringolade de La Rochelle te fait réagir notamment sur Twitter. On en parlait sur Sud Radio Rugby, sur le compte Sud Radio Rugby. Est-ce que jusqu'où cette dégringolade peut aller, Julien Pathé? Alors la dégringolade, je pense que cette année pour La Rochelle, elle va se situer au niveau, ils vont pas se qualifier, c'est la dégringolade pour La Rochelle, c'est ça je pense, parce qu'aujourd'hui on voit que il y a clairement un problème. Alors on peut l'identifier de différentes manières. On peut expliquer que c'est les joueurs, on peut expliquer que c'est le staff, on peut expliquer aussi que ça peut être une lassitude de certaines choses, mais voilà, la dégringolade ça va s'arrêter, ils vont pas rentrer dans les 6 je pense. Quels éléments te font penser que cette équipe de La Rochelle est très très loin de son niveau d'antan? Qu'est-ce que tu vois toi? Alors, au niveau d'antan, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à 6 mois. Ils étaient en demi l'année dernière. Là, je pense qu'ils vont pas se qualifier, donc c'était il n'y a pas très longtemps quand même les demi de la saison précédente. Donc il y a quand même un dégringolade de niveau de jeu. Moi, à mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il y a un problème de message qui doit plus passer entre le staff global et le groupe. Et il y a plusieurs solutions. Soit ça passe pas et les joueurs n'arrivent pas à appliquer ce qui est proposé, puisqu'on peut toujours dire que ce sont les joueurs qui jouent, et c'est vrai, mais ils appliquent quand même ce qu'il leur est demandé la semaine. Ou alors, les joueurs ont peut-être aussi plus envie d'être entraînés par Ronan O'Gara, et du coup, moins de volonté, moins d'application, voilà. Et puis après, il y a aussi quelques joueurs qu'on loupait leur début de saison, qui n'étaient pas forcément à leur niveau. Grégory Aldrit, ça en fait partie, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux quand il joue. Voilà, il y a plusieurs paramètres quand même qui me font penser que il y a un vrai problème de communication, je pense, entre les uns et les autres. Maxime, président des Bagnards Rochelais, une petite stat à te donner. La Rochelle est l'équipe est la 5e meilleure possession du championnat, elle la 3e meilleure occupation du championnat, mais par contre c'est la 11e équipe en termes de mètres parcourus ballon en main en moyenne. Maxime, tu mets ça, tu t'imputes ça sur quel à qui en fait? À l'attaque, aux trois quarts, au porteur de balle, au plan de jeu? Qu'est-ce qui va pas?
un peu un tout. Je pense que c'est une globalité. C'est vrai que d'avoir la possession, c'est bien, mais il faut valoriser ces ballons-là. Donc, c'est vrai que devant, on est moins dominateur, que ce soit en mêlée ou sur les mauls debout. Derrière, on a du mal à aligner les passes, alors que pourtant, ce sont les mêmes joueurs depuis plusieurs saisons. Donc, ils devraient avoir justement les automatismes. Et on a l'impression qu'on a démarré la saison avec 11 nouveaux joueurs et que justement la mayonnaise elle a du mal à prendre, alors que au contraire ce sont les mêmes joueurs. Donc c'est ça qui est inquiétant. Ce qui a changé du coup, si je te suis Clément, c'est le message. Enfin c'est la nature du message, c'est le plan de jeu, ce sont les ambitions et ça colle pas. Non, c'est tout simplement ça. Ce qui a changé, c'est qu'il y a un truc qui est apparu, ça s'appelle la lassitude. Et c'est Maxime, je crois, qui l'expliquait, qu'il fallait renouveler William. Il faut renouveler l'effectif à un moment donné. Tu as besoin de fraîcheur de la part de nouveaux joueurs qui arrivent, qui collent à ton projet de jeu, puisque tu peux développer l'identité rochelaise quand ils sont champions, quand ils sont vainqueurs de la Champions Cup. Elle est claire et évidente. C'est un rugby de destruction qui domine le continent. Ça, là-dessus, c'est très très clair. Mais il faut des joueurs et il faut renouveler, puisque c'est aussi un rugby très énergivore. Et donc, si tu souhaites poursuivre dans cette identité de jeu, recrute les joueurs pour renouveler cet effectif dans ce sens-là. Ou si tu souhaites changer de projet de jeu, recrute d'autres joueurs qui sont compatibles avec cette identité de jeu-là. Ce sont les joueurs qu'ils ont prévu de recruter pour l'an prochain. Le Garec, Niniashvili, Hugo Pacôme. Voilà, ça, ce sont des joueurs pour développer plus de jeux, pour avoir du mouvement, pour utiliser les espaces. Sur l'effectif actuel, je considère que la fin sera moche, parce que ils sont dans une impasse où j'ai aussi la sensation que Ronan O'Gara n'a pas l'envie de démissionner. Vincent Merlin n'a pas envie. La communication de Ronan O'Gara, tu la comprends toi ? D'abord, elle est super dure. Il démonte les joueurs, il démonte le staff, et derrière maintenant, il est super soft. Il dit non, mais maintenant on est tranquille. Ça s'appelle un manager qui essaye de trouver des solutions comme il le peut et d'activer les derniers leviers possibles entre. Mais il n'y en a plus de levier. Ouais, ou alors peut-être qu'il est résigné aussi sur cette saison. Mais il n'y en a plus. Il n'y a plus de levier, c'est fini. Et c'est pour ça que je dis que la fin sera moche. C'est parce que j'ai la sensation que Vincent Merlin n'a pas envie de dépenser beaucoup d'argent pour écarter Ronan O'Gara, et ça peut se comprendre. Il a peut-être pas envie de l'écarter tout court. Je veux dire, il a peut-être aussi une forme de reconnaissance pour l'entraîneur qui lui a ramené 2 Coupes d'Europe. Oui, mais donc on en est là. Peut-être. Pour une équipe qui est censée performer chaque saison, de dire écoute, Ronan, tu nous as ramené 2 Champions Cup, merci beaucoup, donc tu restes jusqu'à la fin. Je suis pas sûr que ça soit le message pour un club performant, ce soit le bon message. Oui, mais peut-être Julien Pathé, parlons vrai, Julien Pathé. Faut-il garder Ronan O'Gara ? Toi, président du Stade Rochelais, tu gardes Ronan O'Gara ? Non, il faut pas le garder. Alors après, il y a plusieurs optiques où on se dit, on fait un électrochoc là tout de suite, et il faut s'en débarrasser et sauver ce qui peut l'être. Très sincèrement, pour mettre qui ? Si c'est pour mettre une balle de ping-pong comme Colazo, qui est déjà pris par ailleurs, je vois pas l'intérêt. Selon moi, la meilleure solution, c'est de garder Ronan O'Gara jusqu'à la fin de la saison, et ça se termine comme ça se termine, sportivement. On se quitte bons amis, avec les accords qui vont bien par derrière, et puis là, on prend le temps de rebondir, d'avoir un staff, un prêt, peut-être promouvoir en interne. On parle beaucoup de Romain Sailly. Il y a des choses qui peuvent être faites. Et après, si je peux rebondir sur la lassitude qui a été évoquée tout à l'heure, et sur les choses qui doivent être faites avec des recrutements ou pas d'ailleurs pour améliorer les choses. C'est pas une vérité absolue tout le temps. Il y a des contre-exemples. Toulouse est meilleur, où il y a une continuité et dans l'effectif et dans le staff, qui permet de prouver que dans la continuité, il y a des choses aussi qui fonctionnent, et c'est aussi au staff de se renouveler, de proposer de nouvelles choses, d'aborder de nouvelles solutions, d'aborder les choses différemment. Et c'est pas parce qu'on fait des recrutements XXL, et encore Toulouse, et encore que pour l'année prochaine c'est différent, mais les années passées ils n'ont pas eu un recrutement non plus
exponentiels et d'extraterrestres, mais ils ont des recrutements intelligents, à petit nombre, sur des postes très ciblés, et ils ont de la continuité et le staff, pour en parler régulièrement avec certains, mais ils se renouvellent, ils font des choses différemment, et le discours est différent. Alors, la lassitude, ça s'explique oui et non. Très, 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 très partagé sur ce sujet-là. Mais non, pour moi, il ne faut pas garder O'Gara, clairement. Il faut finir la saison comme elle est. Et puis basta. Mais il faut quand même bien la finir cette saison, parce qu'il y a 8 points d'avance sur Perpignan qui est 13e, William. Il y a 3 déplacements à Bordeaux, Vannes et Pau, 3 réceptions de Bayonne, Montpellier et Perpignan. Est-ce qu'il faut commencer à parler un petit peu de maintien quand même pour secouer les joueurs là? Là, il faut qu'il y ait un choix. Je reviens sur ce que disait Julien sur la communication. C'est lié avec ce que tu avances. Aujourd'hui, Ronan O'Gara, en fait, il explique que match par match, ça va pas. Mais aujourd'hui, où en est La Rochelle? Les joueurs ont besoin de savoir, mais quel va être l'objectif de cette fin de saison, qui sera forcément moyenne. Je ne vois pas remonter, finir 3e du championnat. Donc, on sait jamais, mais il va falloir prendre cette décision et peut-être assumer ce choix en disant aujourd'hui, nous n'avons plus l'effectif que nous avions les autres années. On est en train de mettre des choses en place. Ça a été dit en début de saison, mais il faut le rappeler. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qui a été dit en début de saison et ce qui se passe maintenant. Maintenant, je me souviens des déclarations d'O'Gara il y a quelques mois qui disait qu'il sentait pas les joueurs en fait décidés à faire les efforts nécessaires pour rester en haut de l'affiche. Aujourd'hui, entraîner une équipe qui joue le maintien, entraîner une équipe de milieu de tableau qui peut éventuellement se qualifier, entraîner une équipe qui va faire 10-15 ans à rouler sur tout le monde comme fait le Stade Toulousain, eh ben c'est pas le même métier. C'est pas le même métier pour le président, c'est pas le même métier pour les joueurs. Et c'est pas le même métier pour l'entraîneur, ça ne se gère pas de la même manière. Aujourd'hui, O'Gara, on peut pas toujours déporter la responsabilité sur les joueurs en disant je sens que les joueurs ont pas envie. C'est pour ça. Mais les joueurs ils l'entendent ça. Et du coup, quand les joueurs l'entendent, le lendemain matin à l'entraînement, t'as vu ce qu'il a dit l'autre encore, et t'as vu comment pour qui il nous prend. C'est ce que je dis, c'est vraiment ce principe que le staff doit être capable aujourd'hui d'influer cette envie de maintenir le club au haut niveau. Est-ce que Ronan O'Gara est l'homme pour le faire? Ça, je ne sais pas. En revanche, pour l'instant, non. Il a réussi à amener quelque chose qui lui manquait, peut-être au club, peut-être ses triggers, peut-être c'est l'habitude qu'il avait au Munster, cette machine à gagner. Donc, il avait l'habitude, de gagner en tant que joueur. Mais aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il est capable de prendre cette équipe performante et de dire aujourd'hui, je vais vous amener ce niveau d'exigence sur 2, 3, 4, 5, 10 ans qui nous permettra d'être le pendant du Stade Toulousain ou du Leinster et de rouler sur tout le monde. En tous les cas, de faire partir des 2-3 meilleures équipes françaises et européenne sur 10 ans. Si aujourd'hui l'effectif, il ressent qu'ils n'en ont pas cette envie, c'est aussi son métier. Et chaque entraîneur est fait pour des choses. Il y a des entraîneurs qui sont capables d'être des pompiers, d'être dans n'importe quel club, avec 2 bouts de ficelle, ils vous sauvent une équipe. D'autres qui sont capables de monter un projet ou de prendre une équipe, de la maintenir comme fait Hugo Mola. C'est vraiment un métier différent. Aujourd'hui, O'Gara, il faut qu'il se, première chose, se positionner sur où en est La Rochelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce club. Les dirigeants de faire un choix dans le staff en se disant, si on veut aujourd'hui refaire partie des 2 meilleures équipes top 14 et être la meilleure équipe européenne, qu'est-ce qu'on fait et avec qui? Eh ben ça c'est toute la question. Dernier mot pour toi Maxime, supporter Rochelais. C'est quoi l'objectif de fin de saison du coup de La Rochelle? Est-ce valider le maintien le plus vite possible, toujours rêver de top 6 ou tu vois autre chose toi? Pour moi, c'est déjà valider le maintien. On va pas se cacher et se raconter des histoires chaque week-end. Là, on en est là. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas gagné un match. Là, faut sauver les meubles et puis si on peut espérer gratter une place, ça sera un miracle et on prendra. Mais déjà assurer le maintien dans un premier temps. Assurer le maintien dans un premier temps. Merci beaucoup Maxime d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup Julien Patet d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de te suivre sur Twitter. Merci beaucoup. Merci à tous. Et dans un instant sur Sud Radio, on va se poser la question, quel est le grand enseignement de cette 20e journée du Top 14? Il y en a eu vraiment pas mal des enseignements et on va en parler avec vous au 0826 300 300.
Et on continue de parler de La Rochelle hors antenne pendant la petite pause avec Quentin Cabanis qui lui est moins alarmiste que nous. Tiens Quentin. Ouais, moi je pense que les Rochelais et Ronan O'Gara sont un petit peu on en résignés. fait des tonnes. C'est ça que tu es en train de nous dire là. Je pense qu'ils sont résignés sur cette saison et qu'ils sont en train de préparer la saison prochaine pour revenir en force. Alors c'est possible évidemment que les joueurs aient une forme de lassitude parce que j'imagine que le discours de Ronan O'Gara comme celui d'un Fabien Galtier ou ce genre d'entraîneurs qui doivent être extrêmement exigeant et assez compliqué à vivre au quotidien passe beaucoup moins bien quand tu perds. Tu vois, quand tu perds, ça doit être très dur à vivre. Et c'est pas une équipe qui a été habituée à perdre. Donc là, je pense que ça a du mal à passer. Mais avec l'élan des nouveaux joueurs la saison prochaine, je pense que le problème des Rochelais, il se situe il y a 2 ou 3 ans quand tout marchait bien et que t'intégrais beaucoup moins les jeunes que ce que fait le Stade Toulousain, tu vois. Du coup, que la passation a eu du mal à se faire et que tu payes le prix aujourd'hui et que t'as préparé déjà le changement pour la saison prochaine avec des joueurs clés qui arrivent. Oui, et c'est bien ça toute la question avec un regard forcément porté vers la prochaine saison. On va aller tout de suite du côté de la Paris La Défense Arena avec Rémi Dos Santos. Salut Rémi, pour ce match ce soir entre le Racing et l'Union Bordeaux-Bègles. Salut Alex, salut à toutes et à tous. Salut Rémi. Alors comment tu le sens ce match ce soir? Quels enjeux du côté de Nanterre? Il y a évidemment pour le Racing essayer de regagner à domicile, bien évidemment. C'est la dernière victoire à domicile du Racing cette saison, c'était le 26 octobre, c'était lors de la 8e journée. Le Racing qui a pris plus de concerts points que de victoires. Alors oui, c'est vrai, il y a déjà plus de concerts que de matchs. Il y avait Lenny Kravitz hier, ce soir c'est Claudio Capéo en après-match. On se régale. Oui. Je serai peut-être pas à la conf de presse, d'ailleurs je vous le dis tout de suite. Le Racing 92 qui a pris plus de points à l'extérieur cette saison qu'à domicile, 18 contre 17. Voilà, l'une des meilleures équipes à l'extérieur, mais la pire équipe à domicile contre Bordeaux qui de son côté est la 2e à l'extérieur derrière Toulouse. Donc ça sent quand même pas très bon pour le Racing parce qu'on le sait, la Paris La Défense Arena, on peut y produire du jeu, énormément de jeu, et l'UBB, c'est l'une des meilleures équipes du continent. Donc on s'attend à un gros rendez-vous. L'UBB est venu à une grosse équipe et doit revenir sur Toulouse. Donc l'enseignement, les enjeux de cette journée, c'est revenir sur Toulouse pour Bordeaux, et pour le Racing, essayer de limiter la casse, j'ai envie de dire. Ouais, effectivement. Et cette équipe du Racing 92 qui doit peut-être passer un cap aujourd'hui, Clément Combe, franchir ce cap justement parce que à l'extérieur ça marche bien, victoire à La Rochelle, victoire à Clermont. Maintenant faut gagner à domicile face à une grosse équipe. On dévoilera les joueurs dans un instant, mais Bordeaux fait pas l'impasse. Face à une énorme équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, mais pourtant je ne suis pas du tout emballé par le projet de jeu du Racing 92 et je sais à quoi m'attendre avec cette équipe de Patrice Colazo. Puisque il a clairement montré, notamment à Clermont, que la seule chose qu'il voulait, l'une des seules choses qu'il voulait, c'était 15 mecs solides sur le terrain qui tiennent en défense, et puis tant qu'on marque plus de points que l'adversaire, c'est bon. Ça te plaît pas ça? C'est pas que ça me plaît pas. Je pense qu'ils auront leur maintien comme ça. Mais soit on aura un match exceptionnel de spectacle grâce aux Bordelais, soit on aura un truc qui ressemble à une purge, mais qui peut être un gros combat mené par les Racingmen. Alexandre, il était notre invité lundi, Patrice Colazo, quand je lui ai demandé comment justement bloquer le jeu flamboyant des Bordelais, pour reprendre les mots qu'il avait utilisés. Il m'avait dit, en gros, faut espérer qu'il soit pas flamboyant, sinon on peut prendre une valise, donc on va essayer de ralentir le jeu. Voilà. Ça fait engageant, rêver. Ça fait rêver, non? C'est très engageant, effectivement. Ralentir le jeu, tiens, je connais une autre équipe qui a tenté de faire ça et du coup maintenant ils sont à l'arrêt. C'est ralenti elle-même. La Rochelle, ils sont à 2 doigts de jouer un reculon. Tu sais, les mecs, c'est un reculon. C'est-à-dire qu'ils vont faire les passes vers l'avant bientôt pour que ça puisse être un petit peu cohérent. C'est vrai que le Racing 92, on va voir. Avec le Racing, on peut être surpris. À tout moment, ils sortent des micros et des enceintes et ils nous font un concert en plein match. Donc non mais c'est vrai. Peut-être que le temps fort de la soirée sera le concert. Peut-être que ce sera le match. Claudio Capéo donc. Ouais. Peut-être que Lenny Kravitz sera titulaire. Ça aurait été Lenny Kravitz, la question ne se posait pas. Claudio Capéo, il y a quand même une question qui se pose. Je suis désolé, mais il y a quand même une question qui se pose sur la qualité de l'après-match. C'est un avis personnel. Ouais, c'est bien. J'ai rien contre lui. C'est peut-être un monsieur très sympathique, mais non.
Non, Très sympa. je préfère encore regarder La Rochelle jouer. Et pourtant, Dieu sait que. C'est bien. Voilà. Rémi Dos Santos reste avec nous. On va parler de la 20e journée du top 14. Ouais, c'est Rolip ce soir. Avec les résultats, Quentin, de cette 20e journée. Est-ce que je commence par le résultat de La Rochelle, Alexandre? Allez, vas-y, comme ça, c'est évacué. 33-19, succès Clermontois. Toulouse a battu la section paloise 55-10. Match nul entre Vannes et Perpignan, 20 partout. Bayonne a battu le Loup Rugby 28-14. Succès renversant de Montpellier face au Stade Français 38-32. Et Castres, au bout du suspense, a battu le RCT 28-26. Quel est le plus grand enseignement de cette 20e journée, Quentin Cabanis? Est-ce que tu as une petite idée? Ouais, j'ai une petite idée. Moi, je vais dire que Bayonne est fort. Voilà. Bayonne qui solidifie sa place dans le top 4. On a aussi le bon match nul de Perpignan à Vannes, Clermont et Moala qui retrouvent de l'allant, le miracle montpelliérain. Et toi, tu choisis Bayonne qui solidifie sa place dans le top 4. Ouais, parce que c'était un duel entre le 4e et le 5e de cette Pro D2. Bayonne toujours invaincu. Voilà, de top 14 en l'occurrence, parce que la Pro D2 Ouais, mais je sais pas, j'y suis bien moi en Pro D2 le vendredi soir. En tout cas, ouais, Bayonne qui m'a impressionné face à cette équipe du Loup, qui est une des belles équipes aussi de cette période en top 14. Donc voilà, moi je suis impressionné par Bayonne. Tu te dis bon, il manque Lopez, ça va être plus dur, il était en tribune, et non. Joris Second a pas été hyper efficace au pied, mais ça a suffi pour s'imposer. Donc voilà, moi franchement les Bayonnais m'ont impressionné, et je pense que cette place dans le top 4 vont la tenir jusqu'au bout de la saison. Alors j'ouvre un débat parallèle. Attention, je pose juste la question. Je ne veux pas avoir de soucis. Je vous préviens. Bayonne, 10 points de retard sur la 3e place, incarné par Toulon. 5 points d'avance sur Castres. Est-ce que Bayonne est un 4e par défaut? Non. Bayonne n'est pas un 4e par défaut. Bayonne réussit le parcours à domicile que les équipes qui veulent prétendre à ce genre de place doivent faire. Bayonne est le meilleur des autres. C'est tout. C'est que t'es convaincu par cette phrase? Mais oui, mais parce que alors là, oui, sur cette saison, oui. Parce que Castres fait une. C'est quand même, t'as beaucoup d'équipes qui déçoivent quand même. Mais non, mais il faut le souligner. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui déçoivent, ou est-ce que c'est Bayonne qui est juste une surprise qui n'en est plus une? Excuse-moi, tu peux pas dire que La Rochelle te déçoit pas cette saison, que le Stade Français te déçoit pas, que le Racing te déçoit pas en termes de niveau de jeu. Je suis pas déçu, j'avais pas d'attente. Oui. Non, mais c'est là où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression que Bayonne effectivement fait une très très belle saison et on est très content pour l'aviron. Malgré tout, Bayonne profite de la glissade des autres. Ça oui, mais par contre, c'est pas un 4e de base. Je suis désolé, mais au vu de la saison de Bayonne, Bayonne n'est pas un 4e par défaut. C'est pas de la faute de Bayonne si les autres ils se plantent. Non mais attends, tu vas nous dire que ils sont favoris au titre maintenant? Ça y est, toujours plus. Tu me prêtes des mots que j'ai absolument pas dit. J'ai même pas dit qu'ils allaient gagner leur barrage à domicile, tu vois. C'est fou ça. Barrage à domicile. Quand t'es 4e, tu reçois le 5e. Ouais, ça c'est quand même. Ah ouais, et puis là faut le battre le 5e. Bon, après ils ont mis des gros scores. À domicile ils sont invaincus. Est-ce que Bayonne est un véritable 4e du championnat ou profite surtout de défaillances des autres, William? Non, vrai 4e du championnat, parce qu'ils sont allés se le chercher. Ils ont pas, il faut remonter depuis le début de saison, mais ils ont pas beaucoup de victoires de raccro sur un essai casquette, sur une pénalité qui fait double poteau et qui rentre. Ils ont cabossé les mecs devant, ils ont fait du jeu, ils ont marqué beaucoup de points. On prend l'exemple Rochelet, quand ils ont pris La Rochelle était pas mal à ce moment-là, ils leur en ont mis 40. Donc aujourd'hui, il y a 40 points d'écart sur un match entre le 4e et le 10e, ce qui donne de la logique au classement. Et quand on regarde honnêtement la composition d'équipe, ça a quand même un peu de gueule. Au milieu du terrain, c'est costaud. Ils gèrent très bien la concurrence entre les deux numéros 10. Donc ça posait question en début de saison. C'est extrêmement bien. C'est une passation de pouvoir qu'il y a une concurrence. Ouais, c'est super bien géré. Quand on voit le Lopez, le mec hyper heureux parce que Second fait gagner l'équipe. Mais il a gagné en fait le manager, ça y est. Il a réussi ce premier challenge. Quand on sait l'importance du poste de numéro 10, l'importance de ces deux mecs. Et puis on était tous sceptiques. Là, je vous vois en studio. Faites pas les innocents. On était tous sceptiques pour Joris Second. J'ai pas dit le contraire, mais on va quand même pas se mentir. La saison dernière, quand on entend Joris Second à Bayonne, on est tous là à dire bon, le choix bizarre quand même. Mais en fait, tiens. Moi, là, ce que je trouve même Jacques Pessis était sceptique. Ah bon? C'est dire. Pourtant, il avait les clés du match. Ce que je trouve fort, c'est la régularité de Bayonne dans la performance, avec un Camille Lopez qui finalement est pas
tant utilisé que ça, qui est souvent sur le banc, qui est toujours aussi performant. C'est une très bonne passation de pouvoir, c'est très bien joué. Ouais, c'est ça. C'est que le style de jeu n'a pas bougé. Ils ont, tu vois, tout à l'heure La Rochelle, on disait recruter les bons profils en fonction du jeu que tu veux développer. Ils ont pris le bon 10. Ils ont n'ont pas spécialement changé de jeu. Ils ont pris un 10 plus jeune, qui a le même profil physique et qui est simplement plus en forme, plus en canne, et qui avec de la confiance, bah voilà, il sait mettre des pénalités sous pression dans des fins de match difficiles, comme Camille Lopez, Joris Second, et derrière il a aussi quelques petites qualités physiques. C'est ce que tu dis, Clément, parce que quand tu regardes un petit peu, on parle quand même d'un 10 qui a pas 300 matchs de top 14, mais qui commence à avoir une bonne petite expérience quand même. Joris Second, on sent que il a les épaules un peu plus solides. Par exemple, cas d'école, il y a une fin de match difficile à gérer, t'as confiance en Joris Second ? Mais bien sûr. Il l'a fait déjà dès le début de saison, c'était contre Montpellier quand il gagne. Son premier match même, je sais pas s'il passe pas la pénalité de la gagne. Ouais, je crois que c'est ça. Ça nous permet d'avancer sur un autre renseignement. Est-ce que c'est pas ce qui manque au Stade Français Paris, son ancien club ? Non mais ça complètement. Ah tiens non. Non mais je veux dire aujourd'hui. Il manque d'autres choses. Non mais aujourd'hui t'es président d'un club, on te laisse le choix entre Carbonel et Second. C'est ça la question qu'il faut se poser. Non, mais c'est pas Carbonel le problème au Stade Français. Il y a bien d'autres problèmes. Mais là, on te pose la question entre les deux, tu prends qui ? Mais tu sais très bien qui je prends. Bah, dis-le. Mais je prends Joris Second. Bah voilà. Mais c'est pas le souci de Louis Carbonel, hein, par contre. Pour moi, il y a d'autres problèmes au Stade Français, et je pense que Rémi, qui a vu le match, peut en parler. Ah, Rémi Dos Santos, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Non, mais le Stade Français, c'est une folie. C'est que t'as des leaders qui pètent un câble du jour au lendemain. Léo Barré, par exemple, qui fait une première mi-temps très solide et qui en deuxième rate tout ce qu'il fait. Il rate des ballons sur les renvois, il trouve des touches directes sur des relances alors qu'il peut faire du bien à son équipe. Enfin, voilà, t'as des leaders comme ça qui ne sont pas présents. T'as une mêlée qui se fait concasser alors que l'année dernière c'était la meilleure du top 14. Ils se sont fait bouffer par l'équipe montpelliéraine. Et puis bon, je suis désolé, il y a un moment, on parle de Carbonel très bien par rapport à Second. En effet, il manque un buteur parce que tu rates encore pas mal de points au pied. Mais il te manque aussi un meneur. Les deux demi-mêlées. Nous faire le film du match d'hier. C'est hallucinant ce qui s'est passé. Donc le Stade Français qui n'a pas gagné, qui n'a pris qu'un point à l'extérieur, qui mène 22-3 à la mi-temps à Montpellier avec 3 essais marqués, qui domine une équipe de Montpellier qui est inexistante. À la mi-temps, tu fais rentrer Cobus Reinhardt, Lenny Nouchi, Sam Simons du côté de Montpellier. Tu prends quand même un 4e essai. À la 45e, Montpellier est mené 28-3. Il y a 4 essais à 0. Et puis petit à petit, Montpellier va revenir, va mettre un essai, 2 essais, 3 essais, et puis il va en mettre un 4e, et dans les arrêts de jeu, 81e minute, va pousser pour mettre le dernier. Ils ont un avantage, ils sont à 1 point, ils peuvent mettre top pay un drop, ils peuvent essayer de choper une pénalité, non, ils vont inscrire l'essai, et Stuart Hogg va même le transformer en coin pour empêcher le Stade Français d'aller chercher le bonus défensif. Donc t'as pris en 30 minutes... C'est 0 point cette histoire quand même. C'est ça, c'est que tu prends un essai, tu finis à 6 points parce qu'il est transformé. Et t'as pris en 30 minutes 33-3. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais. Du coup, le curseur, on le met où là ? Miracle montpelliérain ou implosion parisienne ? C'est les deux. C'est les deux parce que t'as quand même un très bon banc. Cobus Reinhardt fait une entrée monstrueuse, Lenny Nouchi aussi. Entre autres, Christopher Telefoy qui met l'essai de la victoire est très bon dès qu'il entre en jeu. Mais t'as aussi une équipe en face qui se délite complètement, qui se liquéfie sur le terrain. D'ailleurs, les mots de Paul Gustard sont clairs. Clément Combes, il n'a jamais vu ça. Alors, il n'a jamais vu ça, mais moi, je veux le dire, il me fait bien marrer Paul Gustard. Allez, dénonce. Déclaration en conférence de presse d'avant-match. Moi je trouve que, alors je cite, chaque match est une nouvelle opportunité de marquer et de prendre des points. Je ne me concentre pas sur le classement. Fin de citation. C'est exceptionnel de la part d'un entraîneur chouchou de son propriétaire qui a dégagé le directeur du rugby, qui a dégagé l'entraîneur principal Karim Ghezal, qui est donc en place maintenant depuis plusieurs semaines, qui a les rênes du sportif. Tu as une équipe qui joue le maintien, qui ne joue pas bien, qui a du mal, qui est pas en confiance, qui peut-être qu'il est pas au courant qu'il y a des descentes en top 14. Et donc ta déclaration avant d'aller potentiellement chercher ta première victoire à l'extérieur, ton match que tu as coché parce que pendant 2 semaines tu ne joues pas, et tu dis je regarde pas le classement. C'est exceptionnel. Franchement, j'ai rarement vu ça. Et en après-match, il dit quoi ?
Et en après-match, il dit, alors je vais retrouver la citation immédiatement, il dit « Je n'arrive pas à y croire, c'est la pire deuxième période que j'ai vue de la part d'une équipe que j'entraîne. » Oui, mais est-ce que donc tu es sûr que tu es l'entraîneur de cette équipe ou tu réagis comme un consultant qui a observé le match ? Parce que là, sincèrement, j'espère qu'il nous sert un discours à nous médias différent que ce qu'il sert à ses joueurs. C'est tout ce que j'espère. Parce que s'il sert le même discours, c'est très problématique. On dit souvent que quand on est largement mené à la mi-temps et qu'on réussit à renverser la situation, on demande toujours les mots qui ont été dits à la pause. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la mi-temps à ses joueurs pour que ça devienne ça ? C'est bien. C'est ça. Non, mais parce que la responsabilité sur les joueurs, elle y est. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, l'entraîneur, il peut aussi se remettre en question sur ses choix de coaching, sur les mots qu'il a dit à la mi-temps. Mais voilà, dubitatif. Après, à suivre, ça devait être un match incroyable. Ah oui. Ouais, non, mais c'est clair que c'était un match incroyable. Ça, c'est clair. William, dernier mot avec toi sur le Perpignan-Vannes, match nul. Mais qui est le gagnant de cette partie ? Clairement l'USAP, parce que ça va se jouer à pas grand chose. Ça va se jouer à pas grand chose ce match, comme tous les ans, ça va traîner un point ou deux. Et Vannes a besoin de gagner parce que, alors, au niveau du classement, bien sûr, donc 2 points par équipe, mais surtout moralement, quoi. Là, c'est compliqué de revenir au boulot lundi matin. Vannes menait de 10 points à 10 minutes, hein. Et ouais, et toi c'est dur parce qu'en fait tu bats pas le 13e. À la limite si c'est Toulouse qui vient, qui t'embête, tu les mènes et puis à la fin ils reviennent. Il y a quand même une logique sportive. Là tu bats pas le 13e, donc le staff doit être assez costaud pour accompagner les mecs parce que si tu commences à regarder les matchs qui vont arriver, et ben le mec est juste au-dessus de toi, tu viens de jouer, le 12e peut-être aussi. Donc il va falloir faire encore un coup à l'extérieur pour Vannes, c'est évident. Il y aura encore un coup à faire. Et puis j'ai trouvé l'USAP assez ambitieux quand même sur la dernière minute. Ils étaient capables de garder le ballon. Ils étaient très peu dans l'avancée. Par contre, je les ai trouvés patients. Alors c'est une équipe qui depuis quelques mois avait du mal, perdait le ballon au bout de 2-3 temps de jeu, le rendait bêtement au pied. Ils ont récupéré quand même leur charnière, donc ça leur fait aussi un petit peu de bien. Mais pour une équipe 13e qui joue ce match à l'extérieur, je les ai trouvés assez sereins. Et finalement, cette pénalité donnée en fin de match, elle est plutôt logique. L'équipe qui a entrepris a été récompensée. Ouais, c'est vrai que ça a été un point important de la part de ces Perpignanais. En plus sur la question des points de terrain, ils sont désormais devant. Au classement britannique, ils sont désormais devant aussi. Mais c'est pas une victoire. Je veux dire, est-ce qu'il ne faut pas trop célébrer ce match nul, Clément Combes ? Moi, je compléterai ce qu'a dit William. Pour moi, l'enseignement, c'était aussi Perpignan. Je trouve qu'au-delà du jeu et des qualités individuelles, j'ai trouvé des ressorts qui me font dire que oui, quand même, ce club a l'habitude de jouer des matchs qui puent les phases finales et qui puent les matchs à mort. Vraiment, je trouve que ça s'est ressenti en fin de match et la capacité d'aller chercher, alors qu'il y a eu des points loupés au pied, notamment par Valentin Delpy, d'aller chercher cette dernière pénalité qui passe par Thomas Wallan, me fait dire que s'ils sont 13e, ils sont habitués à jouer cet access match. Et je me dis, au-delà même de toute qualité individuelle qu'a cette équipe, et ils en ont des nombreuses, ce contexte de match et ce contexte de match difficile, de fin de match compliqué où il faut aller s'arracher, ils le maîtrisent. Ça réussira peut-être pas tout le temps, mais ils le maîtrisent. Ouais, et ils aiment ce contexte de match éliminatoire, les Perpignanais. On va aller tout de suite vers en haut de l'affiche dans quelques instants, juste après ça.